écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue sur Radio Ma'arif, on est très heureux d'être à Jdida où il y a un colloque international sur l'histoire, sur l'Antiquité. C'est l'occasion de rencontrer énormément d'historiens et de spécialistes qui sont venus chez les Doukala pour parler à ceux qui sont venus les écouter. Aujourd'hui, on n'est pas avec un historien, on est avec deux professeurs, super content. On va commencer par Madame Najat Brahimi, bonjour. Enchantée, merci pour votre invitation. On est très content de vous voir. Alors, vous venez d'où en fait ? Moi j'habite en France et je suis d'origine marocaine et je suis chercheuse associée à l'École normale supérieure à Paris au sein d'un laboratoire qui s'appelle AOROC. On travaille sur l'archéologie et on a de nombreuses collaborations avec le Maroc. Super, et bienvenue. C'est à ce titre-là que je travaille notamment sur l'Antiquité au Maroc. L'Antiquité au Maroc, c'est le thème du colloque et c'est le thème de ce podcast. On va parler de Volubilis et de la tribu des Bakwat. Et pour ça, j'ai un renfort dans la personne de Si Mohamed Kbiri Alaoui. Bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation. Très heureux aussi de participer au podcast avec la collègue Najat Brahimi. Et donc, il se trouve que l'idée de parler des Bakwat et de Volubilis était venue comme ça, autour d'un café. Et donc, ça fait quelques temps qu'on avait préparé la communication et donc qu'on est, je dirais, plongé sur ce sujet des Bakwat. C'est quelque chose qu'on a en commun, vu que Radio Ma'arif est aussi né autour d'un café. C'est pour ça qu'on a un verre sur notre logo. J'ai oublié de dire que Si Mohamed, c'est l'INSAP, on a l'habitude d'y aller. Oui, voilà, c'est ça. On se connaît. Alors je vais vous dire, je vais commencer, on va peut-être bousculer un peu les discussions habituelles. Pour nous Marocains qui nous intéressons un peu à l'histoire, mais qui avons des grosses lacunes, Volubilis, c'est une chose qui est plaquée. Volubilis, c'est quelque chose qui arrive, on y va tous quand on est à l'école, et c'est quelque chose qui est pas à nous, qui est comme si on allait au parc Astérix, enfin, pour ceux qui ont pu y aller, et on se promène comme ça dans une réalité parallèle. Et là, on va l'ancrer un peu dans la population locale, on va l'ancrer dans l'espace marocain et dans la démographie, vu qu'on va s'intéresser à ce qui se passait dans l'environnement autour. Je suis très content de faire ce podcast. Oui, merci. Merci, oui, bien sûr. Non, Volubilis, c'est un site archéologique maintenant visité, peut-être un des plus visités du Maroc, en tout cas pour ce qui est de l'Antiquité. Mais c'était dans l'Antiquité une ville qui a à peu près 44 hectares, d'accord ? On en a fouillé à peu près la moitié. Donc la moitié reste à explorer, à découvrir, à fouiller. Et donc quand on dit à fouiller, c'est-à-dire nous manquons encore de beaucoup d'informations sur cette ville parce que la moitié n'est pas encore fouillée. Donc l'archéologue peut écrire l'histoire de sites comme ça, de cette ville, en fouillant. C'est comme donc si on n'a pas ouvert un livre, on ne peut pas lire chez nous qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est une ville connue par rapport à ce qu'on a fouillé à l'intérieur de ce site, les quartiers, les maisons, etc. Et elle est aussi connue par rapport à son territoire. Et justement, dans le territoire de cette cité, il y avait des tribus. Parmi ces tribus, la plus donc connue, la tribu la plus connue, s'appelait les Bakwat. Alors juste, on va commencer par dire qu'on ne sait pas très bien qui sont les Bakwat, si. Parce qu'en fait, j'ai entendu l'intervention de M. Akarres tout à l'heure dans la conférence, qui disait qu'il y a deux tribus, enfin qu'il y a les tribus qu'on connaît après l'arrivée des Arabes, les Anoumsmithon, qui sont nommés dans une langue qu'on comprend, disons, voilà. Et on n'arrive pas toujours à faire le lien entre ceux qu'on connaît, sauf peut-être pour les Mknessa, d'après ce qu'il a dit, et pour les Aoulaba. Alors les Bakwat, c'est qui ? Comment on les appelle ? Les Bakwat, alors ils sont, je dirais, pour préciser, peu connus. Ils sont peu connus parce que nous avons des inscriptions latines qui parlent de ces Bakwat. D'accord, les inscriptions qu'on a trouvées à Volubilis. À Volubilis. Et c'est ça le sujet. Voilà, donc c'est des hôtels de paix, c'est des actes de paix, des accords de paix entre le pouvoir romain
qui dominait toute la province romaine de Maurétanie-Tingitane. Donc c'est le Maroc antique sous le pouvoir romain. Ça s'appelait, donc c'était une des provinces qui s'appelait Maurétanie-Tingitane parce que Tanger était la capitale. Alors dans cette Maurétanie-Tingitane, il y a presque un trapèze entre Tanger, Salah, Volubilis et Ceuta, qui étaient sous la domination romaine, avec donc beaucoup de camps romains, beaucoup de villes, dans Volubilis. Et donc, dans ce cadre, nous avions donc des villes, des centres, des camps militaires, comme j'ai dit, qui étaient soumis au pouvoir, et tout autour, ou dans les régions limitrophes, ou un peu loin de ce cadre, il y avait des tribus. Et ces tribus avaient des relations avec le pouvoir. Et les Bakwat, c'est la tribu. Voilà, et comment on les connaît en fait, c'est parce que justement sur le site de Volubilis que Mohamed a évoqué il y a un instant, on a retrouvé en fait 14 inscriptions. Alors quand on parle d'inscriptions, en fait, c'est des textes en latin écrits sur des monuments en pierre. Et ça aussi, on a gravé sur des monuments en pierre. Et on a aussi 2 autres inscriptions de ce peuple qu'on connaît. Une inscription qu'on a retrouvée à Rome et une inscription qu'on a retrouvée en Algérie, à Ténès. D'accord. Donc, pour connaître ce peuple, donc on passe par ces inscriptions, on traduit bien évidemment ces inscriptions, on en fournit la datation, on a des éléments, on a des techniques pour avoir les datations. Et concernant les textes de Volubilis, ça va de 140 à 280 après Jésus-Christ. Donc, on a des éléments concernant, on sait à partir de ces inscriptions qu'il y a eu des relations entre le pouvoir romain et cette tribu grâce à ces inscriptions sur cette période. Donc on a un peu ces différents monuments qui sont au nombre de 12 pour Volubilis, constituent un peu des jalons qui nous permettent... 12 plaques qui ont été trouvées dans 12 monuments. D'accord, mais est-ce qu'elles sont publiques ? C'est-à-dire, est-ce qu'elles étaient dans la rue ou vous avez trouvé chez les gens, vous avez trouvé... Alors, pour les lieux, c'est toi qui as vu les lieux, Mohamed peut l'évoquer, mais en fait, les inscriptions sont faites pour être vues. C'est ça, c'est des annonces, quoi. C'est ça. Et par exemple, celle qui est de 140, on sait qu'elle a perduré jusqu'à aujourd'hui. Donc, elles étaient vues de tout le monde, elles étaient faites pour être lues à voix haute. Et elles étaient en place. Affiche, et comme elles sont assez grandes, pour certaines, on est à 1 mètre, 1,20 m, donc elles étaient visibles à de hauteur tous. des yeux des gens, quoi. Tout à fait. Alors, la question de la provenance en archéologie, c'est ce qu'on appelle le contexte archéologique de ces hôtels. On s'est posé donc cette question par rapport à la communication qu'on va donner demain, et il se trouve que donc en lisant ce qui a été écrit, c'est des inscriptions qui sont découvertes il y a longtemps, lors des fouilles anciennes, c'est entre 1919. C'est la France. Oui, jusqu'à 1950. Même les premières des Bakwat, ça doit être dans les années 1880, avec les toutes premières fouilles archéologiques qui sont menées au Maroc. 1880. Dans les années 1880, tout à fait. Mais il y en a beaucoup entre 1918-19 et dans les années 50 aussi. Question peut-être, je pense, basique, mais Volubilis. Oui. Elle a toujours été connue, c'est-à-dire que depuis là, elle n'a pas été découverte. Si. Alors, c'est les premières fouilles, mais Nejat, elle est en train de préparer un livre justement sur les premières opérations de fouilles au Maroc. L'histoire de l'archéologie. Voilà. Oui. Et donc, je sais pas, je dis une bêtise, mais Moulay Ismail, par exemple, il connaissait Volubilis. Oui, bien sûr. Donc voilà, il y a toujours eu... Oui, mais... Moulay Hassan, par exemple, le premier, il connaissait Volubilis, puisqu'on est dans les années 1880, c'est lui qui a délivré les premières autorisations de fouilles pour fouiller à Volubilis. D'accord. Il y avait interdiction. Pas de zéro, on fouille sur quelque chose. Pendant longtemps, on pensait que les Français, par exemple, arrivaient en territoire marocain et pouvaient fouiller comme ils voulaient, etc. Non. Non, il y avait en fait, on a découvert des textes, donc écrits en 2 langues, en arabe et en français, qui montrent qu'il fallait avoir des autorisations. Sans autorisation, les premiers archéologues qui ont travaillé au Maroc ne pouvaient pas fouiller. Et quand étrangers. Et quand excusez-moi, les premiers explorateurs étrangers, quand ils venaient, ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Et quand ils voulaient fouiller sans ces autorisations, les populations locales s'élevaient contre et ne souhaitaient pas. En fait, il y avait souvent des conflits qui étaient qui se créaient parce qu'ils n'avaient pas les autorisations. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va voir aussi dans le podcast sur Iguili, c'est que les populations locales, très souvent, elles protègent leur site historique. Et donc, c'est un aspect qu'on aborde aussi dans l'ouvrage qu'on a fait. C'est assez courant. Alors, on revient sur ces fameux hôtels de paix. La provenance, pardon de vous couper, donc provenance
Un des lieux, c'est le forum. Donc on comprend, le forum, c'est là où... c'est les news, quoi. Voilà. Le centre-ville. Oui, et une autre provenance de plusieurs inscriptions, c'est ce qu'on appelle le faubourg ouest. Donc c'est vers la porte ouest de la ville. Et la plupart des inscriptions qui étaient découvertes là ont été réemployées dans un canal d'irrigation. Donc c'est un canal d'irrigation. Ils ont été recyclés, oui. Voilà. Ça n'a rien à voir avec leur rien à voir avec leur contexte initial. C'est comme la fiche qui termine chez Moulzelia. Voilà, exactement. Et donc là, on a perdu en fait de l'information par rapport à leur... voilà. Mais c'est un canal d'irrigation d'époque islamique, vraisemblablement, donc c'est important. Mais sinon, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations sur la provenance exacte et le contexte archéologique de la plupart de ces... Voilà. Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans le détail d'un de ces textes, par lequel on commence? Celui qui on peut prendre le tout premier. Par exemple, on a une dédicace à un empereur. Et donc cette dédicace, elle est faite par un Bakwat, dont on a le nom. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des noms de nos Bakwats, qui s'appellent Aelius Tukuda. Donc Tukuda, Aelius, ça c'est un nomen, c'est un nom romain en fait, qui était utilisé à l'époque, et son nom Bakwat, on va dire, c'est Tukuda. Et donc on sait qu'il avait obtenu la citoyenneté romaine. S'il a le nomen Aelius, c'est qu'il a obtenu la citoyenneté romaine. Et donc il fait une dédicace à un empereur, alors qu'il fait cette dédicace en 140. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Donc il lui écrit, en fait, en gros, il dit ce monument est dédié à l'empereur Adrien, et donc il cite sa titulature, l'empereur Adrien, et il met sa titulature, qui est divin Trajan, Parthique, etc. Et donc il met toute sa titulature, et il lui dédie le monument. Voilà. Et il indique qu'il est, donc Aelius Tukuda indique son titre, il est Princeps Gentis Bacatium, ça veut dire qu'il est le prince de la gens, de la tribu des Bakwats. D'accord. Mais quel monument il lui dédicace? Alors, il lui dédicace un monument qui est rectangulaire. Alors, on ne connaît pas la raison. C'est un cadeau, quoi. C'est un cadeau, tout à fait. D'accord. Et ce Tukuda, là, je suis très ému, c'est la première fois qu'ils ont des noms, ces gens-là. Les Bakwats, les mangeurs, donc ce type-là, on a quelques noms, je peux vous en donner d'autres. On a Ukmet, on a un autre qui s'appelle Aurelius Canarta. On a aussi... Donc, c'est un Romain, il a la nationalité romaine. Voilà, tout à fait. Quand il y a le nomen Aelius, Aurelius, Iulius, effectivement, ça veut dire qu'à un moment donné, on leur a octroyé la citoyenneté romaine. D'accord. Ça donne droit à quoi, la citoyenneté romaine? Il n'y a plus de visa, ça marche beaucoup de privilèges. Beaucoup de privilèges. Et en gros, c'est comme la comparaison, du coup, demain, je vais le dire quand même, c'est un peu anachronique de dire ça, mais en gros, il est binational. Il a la nationalité romaine et il a encore sa nationalité d'origine. Et donc, il a le droit, il a les mêmes droits qu'un citoyen romain. Et en fait, cette technique, elle a été utilisée pour les Romains, pour toutes les élites, pour avoir les élites un peu de leur côté. Ils octroyaient la citoyenneté romaine. Bien sûr. Alors donc ces gens-là qui sont des chefs Bakwats, c'est ça? C'est ça. Ils ont un nom romain s'ils ont la citoyenneté romaine, mais ils ont un deuxième nom. Pas tous. On peut avoir certains. Alors il y en a un type avec un passeport vert là. Alors le passeport vert, il s'appelle par exemple C.P. Mazine. D'accord. Donc lui, il se dit Princeps Gentis Baquatium, donc c'est le prince de la tribu des Bakwats. On a ici, par exemple, à la fin du IIIe siècle, on a toute une famille. On a le père qui s'appelle Iulius Matif, et on a les noms de ses deux fils, Iulius Nufusi et Iulius Mirzi. D'accord. Et donc ces enfants sont romains aussi, du coup, puisqu'ils s'appellent Iulius. Oui, tout à fait. Parfaitement. Tout à fait. On pouvait, alors, grâce à un autre document qu'on a trouvé à Banassa, qui s'appelle la Tabula Banazitana, on a tout un processus, en fait, qui nous documente sur comment un chef d'une tribu pouvait obtenir la citoyenneté romaine. Donc il y a tout un processus, un va-et-vient en fait entre tout un dossier de naturalisation. Une autre tribu qui s'appelle les Zegrenses. Les Zegrenses. D'accord. Et qui Bakwat, Zegrenses. Alors,
quel est le cœur de ces documents, c'est-à-dire de ces annonces? C'est des traités de paix, donc si je comprends bien. Tout à fait. Ça veut dire on a fait la paix avec les Bakouates et on vous affiche ça dans la rue en disant voilà leurs engagements et nos Alors engagements. pendant longtemps, on a pensé que à chaque fois on élevait un document quand il y avait quand un conflit cessait. Il y a au niveau historiographique, on a un peu revu ça en se disant que c'est plutôt simplement on reconfirme la paix, on se revoit quand on change de chef. Et donc on a un certain nombre de jalons qui nous montrent qu'il y avait des relations diplomatiques, on parle de relations diplomatiques, avec des représentants des deux pouvoirs qui vont se réunir à l'occasion de pourparlers, d'entrevues, et qui vont discuter un certain nombre de points, comme le ferait aujourd'hui un ministre de l'extérieur marocain et un ministre de l'extérieur français ou espagnol, etc. Et donc ils vont discuter de sujets qu'ils partagent, qu'ils ont en commun. Est-ce qu'on a les sujets là? Par exemple, ils doivent parler, je pense, de comment obtenir la citoyenneté. Ça doit faire l'objet des discussions. Obtenir aussi la citoyenneté pour sa femme, ses enfants. Ça doit faire aussi l'objet de des discussions. La définition du territoire aussi. Parce que le fait que sur les textes, le pouvoir romain, qui est représenté soit en gros par le gouverneur, qui est en place dans la province, reconnaît la présence de la tribu sur le territoire, ça veut dire qu'il y a une reconnaissance officielle. C'est important pour le chef de tribu, il est reconnu dans ses fonctions. La tribu, elle est reconnue comme existante politiquement par le pouvoir romain. Le chef, ça lui permet aussi de dire à son peuple, c'est moi qui suis aussi choisi. Je suis celui qui est officiellement votre chef. Donc ça peut aussi servir dans les débats avec les rivaux. Mais ça sert aussi pour les tribus qui sont tout autour, de dire je suis reconnu comme le chef des Bakouates et l'existence même de la tribu des Bakouates est reconnue officiellement par le pouvoir dominant. D'accord, le pouvoir dominant romain. Question, est-ce qu'il y a des rapports fiscaux avec ces tribus? Est-ce qu'ils payent un impôt, ces gens-là? Ou comment ça se passe? Est-ce que le pouvoir romain s'occupe de volubilis uniquement ou il se permet de ponctionner un petit peu ce qui se passe autour? Alors, sur ces textes-là, effectivement, on n'a pas d'informations, mais d'autres parallèles ailleurs montrent qu'effectivement, il y avait des questions fiscales qui étaient mises en place et ça peut être discuté. Parce que, par exemple, pour le texte de la table de Banassa, Tabula Banassitana, que Nejetsa a soulevé, Juste Banassa, pour que les gens comprennent, Banassa c'est où aujourd'hui? C'est un site de la plaine du Rab. C'est un site qui était... C'est le plus au sud. Voilà, c'est un site qui était... Oui, c'est un site qui avait comme statut le statut de colonie romaine. C'est-à-dire qu'en 33-25 avant, vers cette date, elle a été donc fondée comme colonie romaine, c'est-à-dire avec des vétérans de l'armée, une population, et c'était fondé pour donc romaniser un peu le territoire de la région de Banassa, donc, qui est la plaine du Rab maintenant. Je disais, dans ce texte-là, de la table de Banassa, même si le chef des Égrinces de cette tribu qui est limitrophe à Banassa, avait la citoyenneté romaine, mais les impôts n'étaient pas exclus. Donc il continuait à livrer les impôts à l'autorité romaine. Donc c'est... Parce que c'est une question d'impôts qui nous permet de comprendre un petit peu les rapports... Complètement. La question du territoire aussi, comment sécuriser le territoire, se pose la question de savoir est-ce qu'il fournissait des hommes à Rome ou pas. Il y a certainement aussi des questions économiques, parce que ce qui est important, c'est qu'il y ait un climat de paix sur le territoire pour que l'économie fonctionne bien. Il faut que tout ce qui est produit sur le territoire de la Mauritanie-Gitane puisse aussi arriver à Rome. Et pour sécuriser... Il y a des achats-ventes avec ces gens-là. Oui, tout à fait. Il y a du business, quoi. Certainement. Mais en revanche, nos textes ne nous disent pas exactement quel type de... Mais la question d'insécurité, elle est posée parce qu'il peut y avoir aussi des moments de crise, des moments de guerre entre... même si on renouvelle les hôtels de paix ou les accords de paix parce qu'il y a un nouveau chef de cette tribu qui arrive au pouvoir ou un nouveau gouverneur romain qui arrive donc au pouvoir et on fait donc ces accords, ça n'exclut pas qu'à un moment donné, il y avait des moments de crise. Un indice, il y a plusieurs indices, mais un de ces indices par rapport à la provenance, c'est que certains hôtels de paix ont été retrouvés devant les portes de Volubilis. Et devant les portes, l'emplacement, pour moi, c'est important parce que il se peut donc qu'on a fait le rituel ou la dédicace devant ces portes
pour rappeler en quelque sorte à ceux qui entrent vers volubilis ou sortent de volubilis que grâce donc à ces deux pouvoirs qui sont donc l'attribut d'une part et le pouvoir romain, la paix a été retrouvée. D'accord. La paix a été retrouvée entre les deux. Ça, c'est bien sûr des questions d'archéologie à partir de peu d'indices qu'on a et on met des suppositions. C'est pas sûr, mais ce qui est sûr, c'est que sur aucun texte, il n'y a pas de mention de guerre de façon claire. Est-ce qu'on peut avoir un texte en version Allez, je vais vous prendre le texte de Rome. Alors, à Rome, c'est une épitaphe. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est décédé et on fait une inscription à sa mémoire. Et donc, on est autour de entre 180 et 200 après Jésus-Christ. Donc, je vous prends la plus courte. Dis manibus memoris filii Aureli canartae principis gentium baquatium vixit annis dieci sei. Ça veut dire qu'il a au dieuman. Donc c'est une dédicace au dieuman. À l'époque romaine, en fait, dès qu'on faisait une dédicace pour un défunt, c'était adressé au dieuman. Memoris, c'est son nom, donc il s'appelle Mémor. C'est le fils de Aurelius Canarta, donc sans doute le Canarta qu'on a dans nos textes de Volubilis. Et donc Aurelius Canarta, il est le prince de la tribu des Baquates. Et donc Mémoris a vécu 16 ans. Il est décédé à l'âge de 16 ans. Ouais. Et alors, deux interprétations là-dessus. On pense que soit c'était un otage, soit il a été envoyé à Rome pour être éduqué. L'hypothèse, pour l'instant, qui est le plus avancée, c'était peut-être qu'il était un otage. Un otage, c'est-à-dire en cas de tension, récupérer le fils de l'ennemi pendant les négociations, tout comme ça. Tout à fait. Mais ça peut être aussi un jeune qu'on a envoyé à Rome pour recevoir une éducation un peu à la Yuba. Tout à fait, parfaitement. Vous avez tout à fait le parallèle est très bon. L'inscription de Ténès, elle est importante, cette inscription. Là, c'est une inscription qui est en... Parce qu'elle nous donne une idée sur la localisation de la tribu, emplacement où il vivait, où il circulait. C'est une question que nous nous sommes posées par rapport à la communication de demain, c'est-à-dire quels sont, si on veut rechercher les traces de ces Baquates, où est-ce qu'il faut aller les chercher? Et donc, nous avons des indications dans les textes antiques des historiens, mais on a aussi une visibilité par rapport à ce qu'on appelle les prospections archéologiques. Et dans ces prospections archéologiques, on va donc faire des pistes de recherche. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est qu'il faudrait donc un peu élargir les prospections au sud de Volubilis et aller aussi vers l'est. Vers l'est, donc vers la Moulouya, par là, toute la partie orientale qui... c'est une grande tribu alors. Une grande tribu ou une tribu qui se déplaçait. Une des questions donc posées à l'archéologie marocaine, c'est de rechercher les traces de ces populations locales qui vivaient loin de Rome ou à l'extérieur des parties soumises au pouvoir romain. Et comment est-ce qu'ils vivaient à l'extérieur de ce cadre qui était donc soumis à l'armée? On peut lire la... Alors, je peux vous donner la traduction. Traduire. Donc, au très honorable Caius Fulcinius Optamus, donc lui, c'était un habitant de la ville antique de Ténès, fils de Marcus, de la tribu Quirina, Flamindogus, Dumvir quinquennal, pontife, Dumvir, augure, édile, questeur. Donc ça, c'est tout ce qu'il a fait, en gros, c'est son CV, qui a défendu la colonie contre l'attaque des Baquates, et en vertu d'un décret de l'Ordo et du peuple, les citoyens de Cartena et les Incolae, en premier et pour la première fois, et pour nul autre avant, lui ont érigé cette inscription avec des fonds collectés. Donc on élève une statue à la gloire de Caius. C'est une statue, c'est une base de statue. Donc on a la base, on n'a pas la statue, mais certainement qu'il y avait une statue, au-dessus. Et donc on fait ce monument en son honneur parce qu'il a réussi à repousser en fait cette incursion Baquate. Question, alors vraiment maintenant il faut qu'on comprenne un peu ces interactions. Si je me promène à Volubilis là en 200, je me promène et j'écoute, j'entends quelle langue? Le latin. Latin, bien sûr. Vous allez pouvoir aussi entendre du grec, puisque nous avons des inscriptions qui sont rédigées en grec. En 200, est-ce qu'on a des inscriptions? On a aussi des inscriptions hébraïques. On en a quelques-unes. Donc on a une petite communauté juive. Et
On en a parlé ce matin pendant le colloque, c'est toutes les inscriptions en libyque. Alors le libyque, juste pour que les gens... ce que j'ai compris, c'est que c'est l'ancêtre du tifinagh. Oui. C'est ça, d'accord. Ouais. Donc amazir. Amazir. D'accord. Par contre, on n'est pas encore capable de traduire en fait dans la complétude des textes. Ouais. Ça, je sais que c'est un grand problème. C'est lui qui fera ça, ce sera le Champollion. Ouais, le Champollion de l'Afrique du Nord. C'est ça. Ouais. Mais ma question, pourquoi ma question est fabriquée comme ça? Parce qu'en réalité, on a un environnement qui est amazir. C'est-à-dire que si on sort de Volubilis, c'est Bakwat, c'est des Amazirs. Oui. On est d'accord. De ce qu'on comprend, nous, même quand les conquistadors sont arrivés en pays aztèque ou inca, j'en sais rien, il y a eu des populations qui sont rentrées dans les cités fondées, c'est sorti, etc. Des commerçants, pour que les denrées viennent de... Comment se fait-il que j'ai la représentation d'un Volubilis romain et d'une campagne amazir? Et comment c'est qu'il n'y a pas plus de porosité, ou alors c'est juste une représentation mentale? Je sais pas si vous voyez ce Je pense que c'est une représentation mentale qu'on a construite aussi pendant la colonisation, puisque à l'époque effectivement coloniale, l'historiographie voulait tout le temps raccrocher les cités romaines en fait aux colonisateurs pour un peu légitimer la présence sur le territoire. Et donc il y a toute une construction historiographique à ce moment-là qu'il faut qu'on essaye de déconstruire et on travaille beaucoup sur cet aspect. Tout ça pour dire. Mais il y a aussi un volet archéologique qui est que dans l'histoire de la recherche archéologique en général, on donne beaucoup d'importance à cette époque romaine et donc à travailler sur les endroits que les archéologues peuvent facilement appréhender. Et donc, nous, on travaille à l'intérieur de Volubilis ou juste dans les abords parce que c'est là où on trouve du matériel qui est étudié, qui est connu, qui permet de dater une couche, qui permet donc, les textes qu'on vient donc de citer, c'est des textes latins qui étaient lus et traduits par donc, les spécialistes qui ont donc cette connaissance du monde romain. Quand on sort de ce cadre où il y a ces repères épigraphiques, archéologiques, céramiques, etc., on est perdu. On ne trouve pas les fossiles, c'est comme ça qu'on les appelle, les fossiles directeurs, pour dater les couches, pour reconnaître qui était là. Et donc... Il faut dire que les Romains ont bien facilité la tâche en gravant dans la pierre. Dans la pierre. Voilà. Dans une langue qu'on a vite compris. Voilà, et la recherche... non, mais le libyque, on ne sait pas ce qu'ils disent. Quoi. Mais une des raisons qui nous a donc poussé, en réfléchissant sur ce dossier, c'est justement d'attirer l'attention des chercheurs pour aller travailler sur le territoire, travailler sur les endroits mal connus où circulaient ces Bakwat et d'autres tribus. Et là, on peut espérer que dans 20 ans, par exemple, on aura acquis beaucoup plus d'éléments. Parce que, par exemple, le colloque qui a lieu là, dans sa 8e édition, là, il y a 25 ans, la période pré-romaine, on la connaissait peu aussi. On a beaucoup progressé sur cette période. Alors maintenant, il faudrait progresser au niveau de la vulgarisation, ça on l'entend bien, et c'est très bien le travail que vous faites tout de suite, mais nous aussi, on doit pouvoir essayer de porter cette connaissance à la portée de tous, en fait. Et donc sur les tribus, on espère en tout cas, parce que les cycles de la recherche, c'est toujours sur 10, 20, 25 ans, d'ici, voilà, si on compte en décennies, 1-2 décennies, on aura un acquis de connaissances beaucoup plus important. Est-ce qu'il y a, pour terminer, quelque chose qu'on devrait savoir qu'on n'avait pas encore dit? Concrètement parlant, l'idée de ce travail, c'est de dire voici le bilan de ce qu'on connaît sur ces Bakwat et voici où on peut les rechercher en ciblant des sites. Et quand on cible ces sites, donc il faut les fouiller, il faut dater, mais dater par le matériel et par le carbone 14, et faire des recherches et multiplier les recherches. Quand on dit multiplier les recherches, ça veut dire qu'il faut plusieurs missions, beaucoup de chercheurs, avoir l'accès au labo, et donc petit à petit, on peut avoir des informations sur ces gens qui, au départ, étaient mal connus et qui peuvent petit à petit être des gens aussi connus que les Romains. Ça, on l'a fait par exemple en Espagne. En Espagne, on ne connaissait pas, il y a une trentaine d'années, beaucoup de choses sur le monde qu'on appelle le monde tartessien. Et maintenant, on sait vraiment beaucoup de choses sur ce monde tartessien qui avait donc existé en même temps que les Phéniciens, qui faisaient du commerce avec les populations locales qui sont ces gens de Tartessos. Juste pour une question sur ces stèles ou ces hôtels, il y a donc un côté un peu informatif.
Bien sûr. Voilà, on vous informe qu'on a rencontré le nouveau chef des Bakwat qui s'appelle Mirzi, j'ai retenu un Mirzi. Oui, tout à fait. Voilà, Mirzi. Oui, Mirzi. Mirzi. Julius Mirzi. Je peux imaginer un de nos ancêtres s'appelait Mirzi, plus qu'Aurélien. Ou, Ouais. ça sonne. Voilà, donc on a rencontré Mirzi. Mais il y a aussi dans ces stèles une volonté. Oui, voilà, ma question était est-ce qu'il y a des références religieuses? Complètement. Voilà. Tous les textes, en fait, portent une référence religieuse. La religion En romaine. fait, une fois qu'ils ont fait la rencontre, en fait, la rencontre, elle est placée sous un environnement religieux. On est après Jésus-Christ, là, il faut le dire. On est, oui, c'est ça, on est au 1er, 2e siècle, 3e siècle. L'environnement religieux, il est polythéiste, hein, bien évidemment. Oui, oui. Et on a donc nos inscriptions, elle commence toujours par un libellé religieux. Donc on invoque le génie de l'empereur, on invoque Un peu de propagande politique. voilà, hein. les dieux et déesses immortels, on invoque le salut de l'empereur. Donc il y a tout un ensemble de formules qui vont évoluer sur la période. Et donc ça place nos rencontres dans un climat religieux romain. Et ce qui nous indique que certainement il y avait des rituels aussi. Voilà. Qui finalisait un petit peu la rencontre. Alors, les rituels, on a un autel, ça veut dire qu'il y avait certainement des libations, des sacrifices qui étaient réalisés. En revanche, on n'a pas les éléments. La manière dont pouvait se passer la cérémonie religieuse, Mais je voilà, veux dire, on moi a c'est des le manques. choui, là. Je pense que là où c'est placé géographiquement, ça doit être Non, mais régulier. une indication intéressante, c'est que on a tendance aussi, dans les textes, mais aussi par rapport à d'autres indices archéologiques, de localiser les Bakwat dans l'Est, dans l'oriental. Et on sait que à Volubilis, on vénérait un dieu qui s'appelle Aolizoua. Aolizoua, c'est un dieu local. Oui, complètement. Et à l'ouest algérien, on vénérait le même dieu. Donc ça Comment il c'est s'appelle Aolizoua. Aolizoua. C'est une divinité. Donc le fait qu'on ait la même divinité à Volubilis et à l'ouest algérien est un indice aussi sur le déplacement de population entre le territoire de Volubilis C'est et... une religion pré-islamique. Quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. C'était Merci passionnant. à vous. Et Merci à vous. je suis très content d'avoir fait ce podcast parce qu'on commence à réaliser à quel point il faut qu'on aille plus loin. Quoi. Enfin, C'est très sombre, mais voilà. C'est ce qu'on peut faire On se aujourd'hui. donne rendez-vous dans 25 ans et on aura... Inch'Allah. On pourra vous dire comment ils dorment, comment ils mangent. Entre-temps, on va graver une stèle numérique, nous. Pour, Merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci Merci pour l'invitation. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.